Les Blancs sont dans le débat, comme je vous disais, et simplement, j'ai pas envie que ce concept cette réalité soit accaparée par mes adversaires. Je veux pas que ce soit la gauche qui m'explique ce qu'est être blanc, ce qu'est être un blanc. Je ne veux pas que ce soit la gauche qui explique à mon fils ce qu'il est en tant que blanc. Encore une fois, comme je te dis, il va le voir qu'il est blanc dans la société actuelle. C'est obligatoire. Cette question ethnique va être la grande question du XXIe siècle. Salut tout le monde. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Julien Rochdy sur la chaîne. C'est vrai que c'est peut-être fait un petit peu plus discret sur YouTube ces derniers temps. Mais là, il est donc de retour avec un nouvel essai qui s'appelle « Qui sont les Blancs ?» Un livre dont je ne vais pas parler puisque je ne l'ai pas lu, mais dont Rochdy a été faire la promotion chez Frontières. Vous en avez vu un extrait en intro. Et c'est de cette interview qu'on va parler aujourd'hui. Donc Frontières, anciennement Livre Noir, c'est un média d'extrême droite qui semble notamment assez proche d'Éric Zemmour. Et Julien Rochdy, pour sa part, je rappelle brièvement, c'est un ancien du Front National reconverti en essayiste et influenceur qui est connu pour ses discours conservateurs, voire réactionnaires, et pour sa volonté de défendre ses idées sur des bases qui se veulent souvent philosophiques. En tout cas, en faisant quelques références philosophiques. Si vous voulez des vidéos qui traitent de ces questions vraiment philo, il y en a plusieurs sur la chaîne. On s'était par exemple penché sur Max Weber en réaction à des propos de Rochdy sur la métaphysique supposée du capitalisme. Mais donc aujourd'hui, on va se focaliser sur son interview chez Frontières et dont le sujet principal, en lien avec le dernier livre de Rochdy, a globalement trait à des questions identitaires et ethniques. Tout un programme. Et c'est ce que j'ai voulu dire aux Blancs, en fait, dans ce livre. C'est que beaucoup pensent que ça ne signifie strictement rien d'être blanc. Seulement, ils sont les seuls à le croire. Parce que tous les autres peuples et autres ethnies du monde, à raison, savent que leur couleur, leur origine, leur racine veulent dire quelque chose dans ce qu'ils sont, dans leur expression, dans leur manière de penser, de voir, de faire. Et voilà, bon, je suis déjà en train de partir sur cette citation, mais non, je crois que voilà, il y a une vraie permanence, et cette permanence se voit de plus en plus, surtout dans une société multiculturelle comme aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de relativement utile avec cette interview, et je dis ça vraiment au premier degré, c'est que finalement, on en arrive à un stade où l'extrême droite, en tout cas cette frange-là de l'extrême droite, s'assume telle qu'elle est dans ses obsessions identitaires. Je dis que c'est utile parce que je préfère quand les gens avancent à visage découvert, les masques, il y a différents courants à droite, et les délires d'homogénéité ethnique, autant les énoncer clairement, ça permet de savoir où se trouve le loup. Et je dis ça notamment parce que, sur cette chaîne, j'ai pas pour ambition de m'adresser uniquement à des gauchos, mais aussi de donner des raisons à des gens qui ne partagent pas forcément mes avis politiques de reconsidérer certaines choses. Il y a plein de gens qui partagent pas mes sensibilités, qui trouvent que Rochdy dit des choses intéressantes, c'est ok. Moi, je vous encourage à prendre quand même un peu de recul, et donc si vous êtes de droite, ayez conscience de ça. Rochdy, au-delà de vos valeurs, ce qui l'intéresse, c'est aussi la couleur de votre peau. Mais petit à petit, nous sortons justement de cette époque du colorblind, et nous sommes forcés de regarder le fait ethnique en face. D'abord, c'est la gauche elle-même qui, au début, a essayé justement de pousser ce colorblind parce que dans son universalisme, dans son égalitarisme, elle a voulu faire croire que, quelle que soit notre origine, nos racines, notre couleur de peau, nous étions tous pareils, absolument similaires. Mais maintenant, la gauche, qui va beaucoup plus vite que la droite sur un certain nombre de sujets, est revenue avec cette idée de couleur de peau. Et aujourd'hui, on parle en permanence. Aujourd'hui, on parle en permanence des Blancs. Il y a des concepts, la white fragility, le privilège blanc, etc. Le fait est que les Blancs sont dans le débat public et sont un paradigme qui va être de plus en plus important dans le débat public à venir. Et c'est tout à fait logique. Parce qu'encore une fois, dans une société multiculturelle, vous êtes renvoyé à votre tribu, à votre catégorie ethnique. La catégorie ethnique redevient un fait social dans une société qui en est plein de différentes ethnies. Alors il y a pas mal de choses dans cette séquence, la question de la colorblindness, on va y revenir, mais surtout là on retrouve quelque part un des marronniers de la droite identitaire, à savoir son côté essentialisant et sa croyance dans une forme d'immuabilité de la nature humaine, voire même de l'histoire. Pour Rochdy, les aspirations multiculturelles sont un errement politique et moral, et on s'est fourvoyé en allant dans cette direction. Et ça rejoint quelque chose dont il a déjà pu parler dans d'autres vidéos, mais pour Rochdy, il n'y a pas de progrès. L'humanité d'aujourd'hui n'est pas plus éclairée ou plus savante que celle d'il y a 2000 ans. Mais on reviendra à ça en fin de vidéo. Ce que nous dit Rochdy à la fin de cet extrait donc, c'est qu'en fait on s'est menti à nous-mêmes. On a pu penser notamment à la fin du XXe siècle qu'une société multiculturelle pouvait se passer des considérations ethniques qu'on avait pu observer au sein des communautés humaines par le passé, mais en réalité, en tout cas d'après Rochdy, c'est faux. Et il y aurait quelque chose d'inévitable là-dedans. Une société ethniquement hétérogène serait forcément, en tout cas pour lui, condamnée à assumer l'importance des caractéristiques identitaires de ses citoyens, ce qui engendrerait des tensions, des délitements, etc. Alors évidemment, si je parle au conditionnel, vous doutez que c'est parce que je ne suis pas convaincu par le propos, mais là où Rochdy n'a pas tort, c'est quand il dit qu'à gauche, en tout cas dans certains cercles de gauche, on observe un retour de thématiques
problématiques identitaires qui sont finalement assez similaires. Alors pas sur les préconisations bien sûr, mais sur le fait d'affirmer l'importance de la race, pour le dire de manière bien choquante. Et ça c'est vrai, un exemple récent, c'est cette vidéo du média décolonial Parole d'honneur intitulée « Est-ce que les blancs vont bien ?» Il y a un retour chez certains courants de gauche de la question raciale. Et les problématiques que posent les décoloniaux, elles sont pas forcément illégitimes ou inintéressantes, parce que oui, l'antiracisme à la papa version touche pas à mon pote, il est plus vraiment opérant dans la société d'aujourd'hui. Pour autant, pour ma part, je reste assez circonspect sur une partie du discours qui sous-entendrait que l'ambition universaliste est soit illusoire et à contresens de l'histoire, pour Rojdi, soit teintée de néo-impérialisme pour les décoloniaux. Et ça, c'est des choses dont j'ai déjà pu parler dans d'autres vidéos. Je vous laisse écouter par exemple mon débat avec Doumit sur Ouria Boutelja si ça vous intéresse. On sort d'une époque qui a cherché absolument à oublier la notion de race, au point même que François Hollande l'a supprimé du dictionnaire. Le mot race ne devait même plus exister. Donc nous n'existons plus en tant qu'ethnie, en tant que race, ça veut dire à peu près la même chose. Et nous étions dans une ère dite colorblind, en anglais, c'est-à-dire aveugle à la couleur. On ne voulait pas voir la couleur. Après tout, les gens, qu'ils soient noirs, jaunes, verts, quelle importance. Ce qui compte, c'est les valeurs que vous avez individuellement, les rapports que vous avez, le travail que vous pouvez effectuer éventuellement. Les couleurs, vraiment, ne signifient strictement rien. Et nous étions dans cet état d'esprit-là, qui est extrêmement fort, notamment dans les années 90, mais qui vient depuis 1945, qui s'est progressivement installé en Europe et en Occident dans les années 70, 80, et qui avait en fait tout d'une utopie totale, qui était universaliste, très ancré dans l'esprit des Blancs, justement, très situé ethniquement parlant, parce que, encore une fois, que seuls les Blancs pensaient de cette manière-là. Alors je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus, parce que je sais que c'est un anathème assez efficace et assez facile. On m'a déjà d'ailleurs traité, moi, de colorblind, alors que personnellement, j'ai jamais dit que je voyais pas les couleurs, et ça, c'est caractéristique des fainéants intellectuels. Les hommes de paille. Faites caricaturer vos positions pour les attaquer plus facilement. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Personne de sérieux ne se dit colorblind. Évidemment qu'on voit les couleurs des gens, et même plus largement, si vous avez un tant soit peu fréquenté des personnes aux origines culturelles et ethniques différentes des vôtres, on voit aussi ces différences-là. Et la culture, c'est ultra transversal, ça va de la bouffe à l'éducation, en passant par la musique, les références, etc., etc. Donc moi, mon propos, c'est pas de dire que c'est inquiétant qu'on note les différences ethniques ou culturelles avec nos concitoyens qui viennent de milieux différents des nôtres. Ce qui m'inquiète par contre, c'est qu'on en fasse quelque chose d'essentiel, au sens philosophique du terme. Et c'est ça mon problème majeur, aussi bien avec Rojdi qu'avec certaines thèses décoloniales. Elles ne croient pas, voire même réprouvent l'idée de valeurs qui pourraient transcender les identités. Et c'est intéressant parce que là encore, on voit où se rejoignent cette frange de l'extrême droite et certaines de ces thèses de gauche. Le rejet de l'universalisme. C'est pour ça que aussi bien Rojdi que quelqu'un comme Ajari, qu'on avait vu dans la vidéo sur Kirk, qui est donc plutôt à gauche. Donc c'est pour ça que l'un comme l'autre rejette le kantianisme. Parce que fondamentalement, pour Kant, le sens de l'histoire, c'est une unification des peuples et des nations du monde au sein d'un état global commun dont la population partage un certain nombre de valeurs. Ça déplaît à Ajari parce que c'est un relativiste, et aussi je pense parce qu'il se méprend partiellement sur ce que dit Kant, et ça déplaît à Rojdi parce que lui, il veut que chacun reste chez soi, les blancs entre blancs, les noirs entre noirs, etc. Et justement, vu qu'on n'a pas encore trop parlé de philo, je voulais vous lire un extrait de la 8e proposition de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, un essai assez court dans lequel Kant détaille cette vision de l'unification humaine et de l'universalisme qu'il défend. Je cite. « Dans notre partie du monde où les États sont très interdépendants du point de vue économique, tout ébranlement de l'un a une influence sur tous les autres. Et cette influence est si évidente que ces États, pressés par le danger qui les concerne, s'offrent, bien que sans caution légale, comme arbitre, et ainsi, de loin, préparent tous un futur grand corps politique dont le monde, dans le passé, n'a présenté aucun exemple. Bien que ce corps politique ne soit guère, pour l'instant, qu'à l'état d'ébauche grossière, chacun des membres futurs est néanmoins déjà comme tenaillé par un sentiment qui incite à considérer comme important le maintien de l'ensemble. Et ceci donne l'espoir que, après maintes révolutions, s'établisse enfin ce que la nature a comme intention suprême, un état cosmopolitique universel au sein duquel toutes les dispositions originaires de l'espèce humaine seront développées. » Il n'y a que dans le monde blanc, le monde européen, le monde occidental, encore une fois, ce sont des synonymes, où on a développé une morale absolument inédite qui vient de l'intérieur de soi. Morale qui a été, à mon avis, j'essaie d'expliquer ça, qui vient de l'ère glaciaire, le fait que les blancs viennent de l'hiver, tu sais, ils ont été créés physiologiquement, de notre phénotype, notre couleur de peau, les cheveux plus clairs, etc., viennent de l'ère glaciaire. Mais la morale aussi, plein d'aspects sociaux, culturels, psychologiques viennent de cette ère glaciaire. Nous avons donc cette façon de considérer la morale, encore une fois, qui est quasiment exclusivement européenne,
un peu japonaise, mais c'est un peu différent. Au Japon, j'en parle, en Chine, tous les pays qui ont vécu dans l'hémisphère nord, ont dû développer, en particulier les Européens, ont dû développer une morale qui les pousse à se sentir coupables dès qu'ils font quelque chose de mal, même si les autres ne l'ont pas forcément vu. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es jamais aussi blanc dans ses excès, dans sa caricature, que lorsque tu cherches à t'intéresser au monde entier, à t'occuper, à torcher le cul en fait, du monde entier, disons les choses très clairement, à te pencher avec un sentimentalisme parfois un peu niais sur la nature, les pauvres, les immigrés, l'autre, etc. Tu n'es jamais aussi blanc que lorsque tu fais ça, parce qu'il n'y a que les blancs qui font ça. Alors toute la partie sur la morale occidentale et l'ère glaciaire, c'est quand même un peu confus. Évidemment, je vais pas lui jeter la pierre parce que l'interview, c'est pas un format qui est propice à la précision, mais quand même, à la fin de la séquence, Rochdy nous explique plus ou moins que l'altruisme, c'est un truc de blanc. Donc moi, je veux bien entendre qu'il y a une part de vrai, en ce sens qu'effectivement, à l'échelle internationale, les Occidentaux, comme ils viennent de pays riches, ils ont plus facilement eu tendance, notamment dans les années 80-90, à faire des campagnes de dons à des pays en développement. Mais personnellement, je dirais surtout que c'est lié au fait qu'on est riche plus qu'au fait qu'on est blanc. Mais à la limite, peu importe, je suis prêt à entendre que ça se discute. Par contre, ce qui me semble complètement faux, c'est que Rochdy a l'air de dire que même la charité, s'occuper des pauvres, comme il dit, c'est un truc de blanc. Et ça, c'est juste factuellement faux. En fait, la charité, c'est pas du tout quelque chose qui est exclusif aux systèmes moraux ou aux doctrines occidentales. C'est évidemment très présent chez les chrétiens avec la notion d'aumône, mais ça a son pendant dans plein d'autres traditions. On pourrait parler de la zakat chez les musulmans, qui est une forme d'aumône aussi. La charité, c'est présent chez des penseurs du judaïsme également, comme Maïmonide, des principales influences de Spinoza. Et il y a également une notion de charité chez les hindous, les bouddhistes, les sikhs, les jaïnistes, avec ce qu'on appelle le dana. Et tout ça, en fait, ça nous ramène un peu à Kant. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui transcendent nos cultures et nos ethnies? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs morales sur lesquelles on peut se retrouver globalement? Comme par exemple le fait de ne pas laisser souffrir inutilement nos semblables. Moi, je pense que si. Dans la société multiculturelle, violente, agressive de plus en plus, on voit quand même des petits blancs qui se mettent au sport de combat, qui ont envie de se reviriliser, parce qu'on voit que la virilité est nécessaire. La virilité, c'est un devoir à un moment précis de l'histoire. Si ce devoir manque parce que tout va bien, on est en ville, on est plein de perturbateurs endocriniens, mais c'est pas très grave, qu'on a du travail, qu'il y a la croissance, qu'il n'y a pas de la sécurité, qu'on peut sortir dans la rue, on va pas se faire agresser, bon, la virilité disparaît petit à petit. Mais je pense que la virilité des Blancs peut revenir très facilement. Les Blancs constituent un peuple le plus viril de l'histoire. Nous sommes, pour ce qui est de l'Europe, le continent qui s'est le plus battu, qui a le plus fait la guerre, qui n'a pas arrêté de se battre entre nous, entre cités, entre nations, après, et de façon même totalement folle au XXe siècle. Mais qu'est-ce que c'est qu'être viril? Je veux dire, je dis, c'est des circonstances. Quand j'écris ou quand je prends le métro, est-ce que je suis viril? Tu vois, je sais pas, je n'ai pas besoin, tu vois. Quand je travaille derrière un ordinateur, je suis pas plus viril que n'importe qui. Mais peut-être que quand je suis à la campagne, moi je vis à la campagne, comme tu sais, voilà, que... Tu te laisses pousser la barbe. Que je rentre le bois, etc. Voilà. Alors ici, on est face à un autre marronnier des influenceurs d'extrême droite, la question de la virilité. Il y a tellement de choses à dire, tellement de biais discutables dans ces séquences, mais bon, on retient que quand il écrit ou qu'il prend le métro, Rochdy n'est pas viril, mais quand il est à la campagne et qu'il coupe du bois, là oui. Sérieusement, je pense que c'est important de souligner à quel point ces discours-là, et c'est vrai aussi avec le Raptor par exemple, mais donc à quel point ces discours charrient un imaginaire qui est plus révélateur des insécurités de leurs auteurs par rapport à leur propre masculinité que d'un véritable déclin ou d'une décadence de la société dans laquelle ils vivent. D'ailleurs, soit dit en passant, ça n'a rien de nouveau, les discours sur la supposée dévirilisation de la société. On retrouve ça mais loin, très loin, jusqu'à des auteurs de l'Antiquité grecque et romaine, avec par exemple la figure de Sardanapale, qui est un roi mythique à qui on attribue des caractéristiques féminines et qui serait annonciateur du déclin de la société assyrienne. Spoiler, il n'y a pas eu de roi assyrien efféminé qui s'appelait Sardanapale. Bon, si un noir dit qu'il veut être dans un safe space et ne n'être qu'avec des noirs, il y en a plein qui le disent. Là, c'est encouragé par la gauche. Voilà. Mais nous, les blancs, nous n'avons pas le droit, parce je pense qu'il y a une crainte aussi de nous-mêmes, c'est que dès que nous sommes entre blancs, entre guillemets, les choses fonctionnent, il y a des organisations qui se mettent en place, qui souvent, effectivement, peuvent être puissantes. Et je pense qu'il y a un désir, chez la gauche de briser cet élan, cette dynamique qu'on a pu reconnaître très souvent dans l'histoire des Blancs. Alors moi, j'aimerais bien que Rochdy se mette d'accord avec lui-même. Parce que vous avez vu cet extrait-là. Donc en gros, l'idée, si je comprends bien, c'est que la gauche, soit par autodétestation, soit par jalousie, impose aux Blancs la diversité parce que quand ils sont entre eux, les Baptous, ils sont trop forts. Le problème, c'est que 2 minutes plus tôt, Rochdy nous dit ceci. Nous sommes, pour ce qui est de l'Europe, le continent qui s'est le plus battu, qui a le plus fait la guerre, qui n'a pas arrêté de se battre entre nous, entre cités, entre nations, après, et de façon même totalement folle au XXe siècle. Alors vous pouvez me répondre, oui, mais ça c'est du passé, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, globalement, les pays occidentaux s'entendent plutôt bien et ils coopèrent. C'est vrai jusqu'à un certain point. Entre Russes et Ukrainiens, ça fait quelques années que ça se passe pas super bien quand même. Enfin bref, un peu comme avec sa conférence sur la pensée de droite, ce serait très long d'être exhaustif, mais je voudrais juste vous passer un dernier extrait qui prouve que Rochdy n'est pas cohérent avec lui-même.
Faire 1 heure d'interview, ils nous disent ceci. Non, je ne pense pas qu'on puisse sauver totalement un gauchiste. Je pense que la plupart du temps, il est beaucoup trop malade dans son esprit. Moi, ce que j'aimerais, et apparemment certains gauchistes sont d'accord avec ça, c'est qu'à la limite, nous fassions sécession, qu'on acte totalement que nous n'avons plus rien à voir, que nous ne sommes plus en accord quant au futur que nous souhaitons pour nos enfants, et qu'ils construisent leur comédie, lapsus révélateur, leur paradis communiste, ou socialiste, ou multiculturel, quelque part, et qu'ils nous laissent vivre ce que tous les pays du monde vivent d'ailleurs, et ont le droit de connaître, à savoir une homogénéité et un droit à la continuité. Et ça, encore une fois, c'est en contradiction avec ce que Roger disait plus tôt. Je croyais que quand on était entre blancs, ça se passait plutôt bien, et qu'en plus, le gauchisme, intrinsèquement, c'était un truc de blanc. Qu'à un moment, il faut choisir, c'est mutuellement exclusif. Soit ça se passe bien quand on est entre blancs, soit il y a des blancs qui sont intrinsèquement gauchistes, et on peut pas vivre ensemble. Bon, en réalité, vous l'avez compris, ce que veut Roger dit, c'est pas juste une société homogène ethniquement, mais aussi une société qui est homogène idéologiquement, et qui adhère à sa vision très anti-moderne de ce qui est beau, ce qui est moral, ce qui est juste, etc. Alors, in fine, si on prend un peu de hauteur et qu'on se demande sur quelle base philosophique Rochdy défend son propos dans cette interview, je peux me tromper, mais je pense qu'on en revient à ce qu'on évoquait plus tôt et que Rochdy a déjà pu dire dans certaines autres vidéos, savoir que pour lui, l'humanité ne progresse pas. Si Rochdy défend un retour à une forme d'ethno-nationalisme en France, je pense que c'est sur cette base. Je pense qu'il considère que nos progrès moraux, techniques, etc. ne sont pas réels. Et c'est quelque chose qu'il avait mentionné dans sa vidéo sur la philosophie de droite. Et là, je vais vous parler d'un philosophe allemand qui s'appelle Herder, et qui, au XVIIIe siècle, s'est opposé à Voltaire et à Kant, notamment sur l'idée que le monde progressait en permanence et que nous étions meilleurs, selon les théories de l'histoire de Kant, à feu l'abbé Bazin, de Voltaire, à feu l'abbé Bazin, ou chez Kant, l'histoire progresse et nous sommes meilleurs. En tout cas, c'est une méthode pour comprendre quelque chose à l'histoire, le fait que nous progressions sans cesse. Et Herder, lui, s'est opposé radicalement, je parle beaucoup d'Herder dans mon livre, s'est opposé radicalement à cette idée en se disant par exemple que non, ce n'est pas vrai, nous ne progressions pas, nous n'étions pas plus religieux, plus humbles qu'un homme du Moyen-Âge, nous n'étions pas plus intelligents qu'un Grec, nous n'arrivons pas à construire des choses aussi belles. On ne peut pas dire que nos bâtiments aujourd'hui sont plus beaux que les Rechteions grecs, qu'une pyramide égyptienne. Chaque période connaît sa perfection en elle-même en fait. Et il n'y a pas donc à voir du progrès dans l'histoire. Alors déjà, notez encore une fois les glissements et les confusions sémantiques. Il commence dans cette séquence par nous parler de progrès pour en arriver à nous parler de beauté. Mais la beauté et le progrès, c'est deux choses distinctes. Soit dit en passant, j'en avais déjà parlé à l'époque, mais si on se focalise sur cette question de l'architecture, bien sûr qu'il y a un progrès en archi. Au-delà de la question très subjective de la beauté de tel ou tel bâtiment, en fait, la fondation Vuitton, par exemple, c'est architecturalement beaucoup plus abouti que le Colisée. C'est techniquement bien plus complexe et il y a un progrès indéniable à ce niveau. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez trouver que le bâtiment est moche, mais les Grecs anciens n'auraient pas pu construire la fondation Vuitton. Ils n'avaient pas les connaissances et les compétences pour. Ça ne veut pas dire que c'est des crétins, ça veut juste dire qu'il y a un progrès. Et par ailleurs, comme je le disais plus tôt, le propos de Rochdy ne s'arrête pas à l'architecture. S'il nous parle par exemple de Kant, c'est parce qu'il considère qu'il n'y a pas non plus de progrès moral. C'est pas un hasard si Rochdy conspue comme il le fait la modernité. Soit dit en passant, ça lui fait un autre point commun avec certains des coloniaux. Mais si on admet, et c'est pas vraiment une question d'opinion, qu'il existe un progrès technique, comme par exemple avec l'archi, est-ce qu'il serait pas envisageable que dans le domaine de nos normes sociales, de nos pratiques morales, donc dans le domaine de l'éthique, il puisse y avoir un progrès également? Évidemment, c'est une question rhétorique que moi je considère que oui, il y a un progrès moral indéniable au sein des sociétés humaines, et un exemple de ça pourrait être par exemple le fait qu'aujourd'hui, l'esclavage est beaucoup moins répandu qu'il ne l'était il y a 2000 ans. Ça, c'est un signe de progrès. Et ce progrès, il ne peut advenir à mon sens que si on considère qu'il est une réalité potentielle, c'est-à-dire si on croit dans le progrès. Autrement dit, il faut accepter que, oui, nos ancêtres avaient peut-être pas tout compris. Il y a peut-être des normes et des traditions d'autrefois qui sont questionnables. Et c'est ok, ça veut pas dire que c'était des salopards. Ça veut pas dire qu'il faut les juger, qu'il faut juger leurs pratiques, ça veut juste dire qu'on n'est peut-être pas obligé de fantasmer le passé de notre pays ou même de l'humanité en général. Et surtout qu'on n'est peut-être pas obligé de s'auto-congratuler à ce sujet. Ou comme le disait Henry Sidgwick, peut-être pouvons-nous dire que le sentiment d'auto-approbation est naturel et constitue un plaisir légitime, mais que, s'il est prolongé et entretenu, il risque d'entraver le progrès moral. Et que ce que prescrit l'humilité, c'est une répression de cette autosatisfaction qui, dans l'ensemble, tendra à favoriser cette fin. Selon cette perspective, le principe de l'humilité est clairement subordonné. La fin à laquelle il est soumis est le progrès de la vertu au sens large.